qui a vu le documentaire de Diddy? Si vous l'avez vu, mettez du feu dans le chat. Mettez juste des emojis de feu. Mettez des emojis de feu pendant que je rappelle aux gens de s'abonner à mon groupe WhatsApp. whatsapp.kesha.com. Quel documentaire. Mettez du feu si vous avez vu ce documentaire. Et dites-moi d'abord si vous l'avez aimé ou pas. Moni. 2 premiers épisodes. Seulement. Bon. Kenzo n'a pas aimé. J'ai trop de choses à dire. J'ai tellement ri. Il est excellent. Moi, Punisher, l'interview de Punisher, c'était spécial quand même. Vous savez que... Non, bon. En fait, moi... je vais commencer par un... Bon, nous qui allions à New York dans les années 90. Moi, la première fois que je suis allé à New York, c'est en 96. J'ai enregistré une chanson au studio de Diddy, Daddy's House, avec son ingénieur du son, Shane Faber, qui m'avait été offerte par Vibe Magazine. Comme je travaillais à Vibe Magazine en tant que graphiste pour leur site internet, il m'avait... comme il pouvait pas me payer parce que j'étais là en tant que touriste et il pouvait pas me payer un salaire, il m'avait dit qu'en échange des 3 mois où j'ai bossé là-bas, eh bien, il m'offrirait une session de studio à Daddy's House, ainsi qu'il me présenterait des artistes chaque fois qu'ils viendraient faire des interviews à Vibe Magazine. Donc c'est comme ça que j'ai connu les Foxy Brown, les Jay-Z, les Lords of the Underground, les M.O.P., tous ces gens-là. Chaque fois qu'ils venaient en interview, on me les présentait. J'étais un peu le stagiaire français qui faisait les logos pour eux, pour le magazine. Donc, pour ceux qui ont connu Vibe Magazine, qui était, à l'époque, c'était sur la 31e et 5e, je crois. Ah, je me rappelle plus, c'est vieux. Mais c'était en 1996, donc... Et donc, c'est comme ça que j'entendais déjà toutes les histoires. Puis bon, à l'époque, on était jeunes, on avait quoi, 96, j'avais 22 ans. Et comme tout le monde, voilà, j'étais fasciné par la culture américaine, le hip-hop. Mais moi, j'étais pas New York, j'étais tout. Même si j'ai commencé par la musique de New York, après j'adorais Summertime de Jazzy Jeff and the Fresh Prince. J'étais très Pete Rock and CL Smooth, mais j'aimais aussi Doggy Style de Snoop. Donc, vraiment, j'ai grandi dans cette époque et moi, comme je faisais des sons, comme je faisais des instrus, nous, on écoutait les sons, on était inspiré par cette musique-là et ça a inspiré notre art à l'époque. Tout ça pour dire quoi? En fait, je trouve très intéressant la folie que ce reportage crée, en fait. C'est-à-dire, moi, il y a plein de choses que j'ai appris parce que j'étais pas non plus... En fait, quand j'ai commencé à entendre les affaires de Diddy et compagnie, j'étais déjà vraiment dans le milieu du zouk et de la kizomba. Donc j'étais pas vraiment... Ouais, j'entendais des trucs quand j'allais à New York voir mes amis, j'entendais certaines rumeurs, etc. Mais j'étais pas vraiment... Tu vois? Et en fait,
quand je regarde l'émotion qui est suscitée par les uns et les autres sur ce documentaire, moi personnellement, je ne la comprends pas. Pourquoi? Je vais vous rappeler des faits de comment moi je regarde ces documentaires. Premièrement, tous ces gens ne sont pas mes amis. Je ne les connais pas et leur vie, à part la curiosité parce que ce sont des célébrités, mais leur vie ne m'importe peu. Je vois des gens s'embrouiller à cause de ces gens qui sont des inconnus. Et moi, c'est quelque chose qui, même avant d'être connu, c'est des choses que je n'ai jamais compris, en fait. Vous êtes là en train de vous embrouiller, de débattre sur des gens que vous ne connaissez pas, vous les jugez, vous machin, nanana. Et moi, ce que je suis en train de voir, c'est le spectacle habituel de la décadence américaine. Et le spectacle habituel de la corruption qui vient avec le pouvoir et qui vient avec l'argent, tout simplement. Moi, j'ai été élevé à l'école quand je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, j'ai été élevé à l'école des Bonnes Sœurs, là où il y avait tous les enfants de riches catholiques qui sont sûrement aujourd'hui les dirigeants de la France. Moi, c'est là-bas que j'ai grandi. Et j'ai commencé vraiment à découvrir le monde du hip-hop quand je suis devenu fan de la musique. Et j'ai commencé à découvrir toutes ces choses-là. Mais j'avais déjà une éducation très, très, très claire. J'ai été très protégé dans mon enfance. J'ai pas grandi dans le ghetto. J'ai pas grandi dans la faim. J'ai pas grandi dans la souffrance. J'ai habité jusqu'à mes 24 ans dans le 16e arrondissement, dans un 400 mètres carrés. Donc, nous, on allait vers la musique. Et même quand on allait jusqu'à Sarcelles, Montfermeil, et les uns et les autres pour aller chanter, nous, on y allait par passion. On n'y allait pas parce qu'on habitait là-bas. Et tous les gens que j'ai connus qui venaient de la street, même quand j'étais à New York, tous les gens que j'ai connus du milieu de la musique new-yorkaise, les gens avec qui j'ai bossé, tous les Haïtiens avec qui j'ai bossé, mais les Haïtiens du hip-hop. Tous ces gens, je les ai connus via la passion et l'amour pour la musique. Et non parce que je venais du même milieu qu'eux. Donc, j'ai déjà un recul et une façon de voir les choses très différentes parce que moi, dans ma vie, je me suis jamais drogué et je n'ai jamais été corrompu par l'argent parce que j'en ai toujours eu. Je suis juste passé de l'argent de mes parents à mon propre argent. Donc, quand tu viens de mon point de vue, et donc quand les gens allaient dans la 5e dimension, moi j'allais au bain-douche. Moi je connaissais les David Guetta avant qu'ils deviennent connus. J'ai fait mes études à la Sorbonne et David et Félix qui faisaient des soirées là-bas avec David Guetta quand David Guetta était directeur. C'est à moi qu'on donnait les invitations pour les bains-douches parce que moi, je les donnais aux gens à la fac. Donc, très vite, j'ai eu accès, en fait, aux bains et à tout ce monde-là. Mais quand c'était l'heure de rentrer chez soi, moi, j'allais dans le 16e. Et j'ai pas été... J'ai rencontré beaucoup de stars américaines, beaucoup de stars de tous les pays, mais bizarrement, j'ai jamais voulu essayer ni la drogue, ni la cigarette, ni la beuh. Il y a plein de choses. Non, merci. Et donc, mais par contre, j'ai vu dans les différents milieux de la musique, que ce soit le rap, que ce soit le R&B, que ce soit le zouk, que ce soit la kizomba, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont le même profil
que Puff Daddy. J'en ai rencontré plein. Pourquoi? Et même dans la politique. Parce que beaucoup de gens viennent de milieux, et surtout aux États-Unis, de familles qui sont déjà détruites, monoparentales, problématiques, ghetto. Il y a une fascination aux États-Unis pour l'argent et les gens qui en gagnent, c'est-à-dire très souvent à leur niveau, les dealers, les substituts des parents, très souvent c'est des dealers. Ils ont un complet autre rapport avec l'argent que les pays, eux ce sont des protestants. Salut Tati, ce sont des protestants. Nous en Europe et en Afrique francophone, on est plus du côté catho à l'européenne, où l'argent on en a honte, la célébrité on en a honte, le sexe on en a honte. Il y a beaucoup de tabous, alors que chez eux, moi une fois je suis à Miami, je sors d'un strip club, donc je viens de voir au moins 50 touches les unes après les autres, et je sors de là. Quand je sors vraiment, j'attends mon taxi, et puis quand je regarde, je vois que de l'autre côté du boulevard il y a une église, et rien ne fait sens. Et quand tu vois des nanas, tu leur dis mais pourquoi t'es pas mannequin, pourquoi tu nana, elle fait parce que je gagne 2000 balles par jour. Et chez eux, c'est un peu la même chose que j'ai vécu au Brésil, par exemple, où nous, on arrive avec un point de vue et avec un regard sur leur culture, avec notre regard, alors que eux, ils ont une autre culture qui n'a rien à voir avec la nôtre. Chez nous, c'est plus la famille, les valeurs, puis voilà, l'argent, à un moment, l'ambition. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est l'argent, l'ambition, le pouvoir, et ensuite le cul, et puis la famille et quelque part le respect, tout ça. Mais d'abord, c'est l'argent. Et donc, ils n'ont pas la même culture que nous. Et encore pire, quand ils viennent du ghetto, que ce sont tous alors pas Didi, mais lui-même, c'est un fils de bandit. Sa mère, d'après ce que j'ai cru comprendre, en tout cas d'après ce que dit le doc, c'est une bandite. Ça, c'est une madame. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis longtemps. Mais la mère de 50 aussi, c'était une bandite. C'est des gens qui ont tous grandi sans père. Ils ont perdu généralement leur mère très tôt. Et 50, c'est overdose. Didi, c'est son daron qui s'est fait shooter dans la tête très tôt. Et ils ont tous ce genre d'histoire. Et ils sont tous du ghetto. Et c'est tous des anciens dealers, de Jay-Z jusqu'à... C'est tous des gars de la street, en fait. Et donc, ils ont une culture de la street qui n'a rien à voir avec notre culture, en fait. Pour eux, leur première meuf, très souvent, c'est des stripteaseuses ou des teupus. Ou des go à l'école, à plusieurs. Chez eux, c'est normal. Moi, c'était des mannequins. Bisous là-bas. Et donc, mon cher SN, oui, les perruques synthétiques blondes avec des fourrures léopards ne mentent à personne. Ces gens n'ont rien à voir avec nous. Et donc, moi, quand je regarde le documentaire, à aucun moment, je me dis, ce que je vois ici, ce sont les faits. Moi, ce que je me dis, c'est de l'entertainment, c'est l'Amérique
C'est l'Amérique dans toute sa splendeur. C'est le pays des reality shows, les gars. C'est le pays des Kardashians. Où tout est une question d'optique. Et tout est une question de qui est... Comment dire? Qui écrit l'histoire? Tu vois? Qui écrit l'histoire et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si vous prenez le même documentaire, mais produit par Didi, ce qu'il voulait faire à la base, si tu prends le même documentaire et tu mets ces gens à lui qui donnent leur vision et qui disent tous, ah non, il est génial, machin, ah, il a fait nanana. Et ensuite, tu fais un montage avec toutes les mêmes images, toutes les choses qu'il a dû passer, mais tu les montres dans une différente lumière. Mais c'est la meilleure personne du monde. Moi, tu peux prendre, bon, je n'ai que 7 ex dans ma vie, mais tu peux prendre 20 ex à moi, si j'en avais eu 20. Tu peux en prendre 20, et si elles ont toutes, et c'est moi qui produis le documentaire, et je leur dis, allez, racontez votre expérience avec Kesha. Elles vont toutes te dire, non, un garçon formidable, respectueux, machin, nanana. Puis on va dire, mais les gens disent que vous étiez, salut Juju, Jujouzan. Les gens vont dire, mais les gens vont dire, vous étiez, il était avec vous tout en même temps. Oui, mais c'était vraiment dans le respect. Il n'a jamais menti sur ces choses-là. Et vraiment, non. Ah voilà. Et puis on est tous, non, on est tous vraiment là. Ouais, non, c'est un bon souvenir. Presque avec des regrets, machin, nanana. Puis après, tu mets plein d'histoires de oui, voilà, il a grandi dans le 16e. Ouais, il était à l'école, il était à Lübeck. Dans le 16e, au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, où il a appris la catéchèse, etc., etc. Ensuite, il était à l'école active bilingue, où il a vraiment été dans un milieu social qui fait qu'il a vraiment une éducation différente, et c'était différent. Voilà. Maintenant, si tu prends un gars qui ne m'aime pas, et il trouve 20 autres ex, bon, je n'ai eu que 7 ex dans ma vie, mais s'il y en avait 20 autres, et tu prends un gars qui vraiment me déteste, et c'est lui qui produit un documentaire sur moi, il va chercher les 20 ex, et puis il commence la même chose. Oui, il a grandi le 16e, donc il s'est toujours pensé meilleur que les autres. Ah oui, machin, nanana. Et puis, ah oui, moi je savais pas qu'on était plusieurs. Ah, j'ai découvert. Ah, oh, tchoko. Vraiment, un gars, moi, on s'est vu une fois, et puis après, j'ai plus jamais entendu parler de lui. J'étais même pas sûr, en vérité, si j'avais vraiment eu envie d'être avec lui. Et puis finalement, comme ça, je me suis réveillé, voilà. Et puis après, tu dis oui. Et puis il était à l'école, regarde, il était à l'école avec tous les gens qui pillent la France. Après lui-même, mais qui sont ses parents d'abord? Tout est une question de narrative. Donc forcément, Général Sun Tzu, je n'aime pas ça. Rajoutez-vous à mon groupe WhatsApp, whatsapp.kesha.com, au lieu de dire des bêtises. Donc, quand je regarde ce documentaire et qu'on me dit que c'est l'ennemi, d'abord c'est le troll en chef. C'est le troll en chef. Un gars qui n'aime pas Didi, on ne sait pas pourquoi. Mais un gars de la street, un gars qui tu vois, quand c'est un pitbull, quand il a ton mollet là dans sa mâchoire, il lâche plus jamais. C'est lui qui produit. Lui déjà, quand il t'aime pas, un gars qui est capable de dépenser $3000 pour acheter, c'était combien de tickets qu'il a acheté? 3000 divisé par 15. 200 places. Un gars qui est capable d'acheter les 200 places devant toi, dans ton concert, juste pour que ça soit vide devant. Un gars qui est capable d'acheter les 4 premiers rangs du concert de Ja Rule, juste pour que ça soit vide dans ton show. Je suis désolé,
Ça, c'est un gars, tu n'as pas envie que ça soit ton ennemi. Moi, personnellement, moi qui crois en la vengeance, moi, j'aime bien. Certaines personnes ont la chance que j'ai pas les moyens de fuir. Parce que, vous savez, dans le zouk, là, dans le R&B, dans le rap, il y a des gars exactement comme Didi, qui ont fait toutes les mêmes choses. Qui ont tous aussi des sexualités très déviantes. Mais personne n'en parle. Mais nous, on les connaît tous. On se connaît tous, de toute façon. On se connaît tous. Et je sais que vous regardez le live en secret avec vos comptes falches. On sait, les gens me disent que vous regardez. Vous inquiétez pas, je dis pas les noms. Mais on se connaît, hein? Ça va? Bisous là-bas. Donc je vous dis, en fait, il y a les faits. Et ensuite, il y a comment on peut raconter quelque chose à travers les faits. En prenant les faits et les différentes expériences des gens. En sachant... Vous savez, un jour, j'étais à table avec une dizaine de chanteurs. Nous étions en Martinique. JS Musique, tu n'as pas aidé, justement. Nous étions en Martinique. Il y avait des chanteurs et des chanteuses. Et il y a une chanteuse. Comme ça, au milieu de la conversation, elle dit « Ah, moi, je comprends pas les gens qui sont capables de coucher pour réussir. » Alors que la go en question avait couché avec tous les producteurs, tous les danseurs, tous les machins, les gens des radios, tout, que dans le but de monter. Et si cette personne aujourd'hui faisait un documentaire, elle serait capable de faire la victime. Wesh. Donc moi, tous ces gens-là qui sont en train de parler, je suis désolé. J'écoute ce qu'ils disent, mais je garde ma possibilité de mettre un grain de sel dans ce qu'ils disent, parce que je ne les connais pas. Et j'arrive pas dans le documentaire avec, comme beaucoup de gens malheureusement, beaucoup de gens arrivent dans le documentaire en voulant déjà, en ayant déjà un avis presque formé. Ils ressentent du documentaire enragé, alors qu'à la fin, on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les gens. Nous ne connaissons ni Didi, ni Suge Knight, ni Biggie, Tupac, etc. Tous ces gens-là, de toute façon, étaient tous des gens problématiques. Bon, une fois que tout ça s'est dit, ça fait beaucoup de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. Yo, ça fait beaucoup de fumée quand même. Moi, je pense quand même là. J'ai été dans un clip, une des figurantes a couché avec le staff pour avoir un rôle dans le clip. Moi, je connais un gars, il a menti à une go qu'elle allait avoir le rôle principal de mon clip One Love. Il a couché avec. Et après, quand il me l'a présenté, elle m'a dit merci de me prendre dans le clip. Et j'ai dit, mais le clip est déjà sur YouTube, de quoi tu parles? Et après, elle l'a embrouillé. Anyway, on est, tu vois, on est dans... moi, j'ai vu moi qui ai grandi entre la politique et le milieu de la musique, je peux vous dire que vous tous qui êtes là, vous ne savez pas c'est quoi la corruption en fait. Vous ne savez pas à quel point, si on vous sort du jour au lendemain d'un milieu quel qu'il soit, et on vous prend, et peut-être que le fait d'avoir grandi
dans l'argent m'a immunisé un peu à ça, et le fait d'avoir aussi l'éducation que j'ai eue. Mais moi, j'ai connu plein de gens qui touchaient juste 1 000 € par show. Et ils faisaient 2 shows par semaine, donc c'est énorme. Hein. Ça faisait, quand tu tournais à la mort, que tu avais un hit et que tu faisais genre 2 shows par semaine, à la fin du mois, tu avais 8 000 €. Si tu faisais 1000 shows à chaque fois, tu avais 8 000 € en cash. Et d'un seul coup, ils pouvaient ken avec tout le monde. Ils avaient des thunes. En plus, quand ils allaient en boîte, ils n'avaient même pas besoin de dépenser leur argent parce que les discothèques te donnaient une table juste parce que tu étais là pour pouvoir dire que tu étais là. Keisha dans la maison, ah! Et d'un seul coup, t'avais les plus jolis qui venaient. Bonjour. C'est open bar. Tu rentres avec qui? Nous toutes. Ça suffit largement pour péter un câble. Largement. Alors imagine des gens qui ont des 100 millions d'euros. Enfin, vous vous rendez pas compte en fait. 100 millions d'euros. Et qui rentrent dans des industries de prédateurs. Parce que il n'y a pas que Didi qui est un prédateur. Il y a aussi les gens de l'industrie, les gens qu'on ne voit pas, les patrons des grosses maisons de disques, tout ça. Il y en a plein, c'est des prédateurs. Il y en a à la télé en France. On les voit, on les invite tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais... Donc quand ces gens passent d'une certaine précarité à être des multimillionnaires, ou alors de passer de gangsters à multimillionnaires, les gars, oui, c'est encore plus de tepu, c'est encore plus de ceci, c'est encore plus de cela. Si vous n'êtes pas éduqué, ou si vous êtes dans des, enfin, excusez-moi, les États-Unis, c'est pas l'exemple de l'éducation, c'est un peuple spécial, les gars, les Américains. Ceux qui sont allés, allez, vous allez voir, c'est spécial. Moi, gars, je sais pas si vous êtes déjà allé à Kings of Diamonds, mais quand tu arrives à Kings of Diamonds, gars, un endroit où il y a, je sais pas, 200, 300 meufs à poil qui se baladent comme ça. Et vous êtes là. Puis tu as des gars, tout type de personnes. Tu as même des gens qui viennent en famille. Le grand-père, le père, le fils. La grand-mère, la mère, les petites amies, les machins, les cousines, ils sont tous là en famille. Ils sont là à table. Et puis, tu as des gars qui viennent danser. Touch à l'air. Puis, ça fait clap, clap, clap. Et puis, tu vois les billets qui sautent en l'air, machin, nan. Et puis toi, tu regardes, tu fais, mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, quand tu accuses une seule personne, alors que c'est tout un système, c'est comme pour R. Kelly, en fait. R. Kelly, à une époque, il faisait vivre toute l'industrie de la musique. C'est lui qui payait l'électricité. Et donc, tout le monde savait ce qu'il faisait et personne ne disait rien, y compris les parents des gens qui ramenaient leurs enfants. Parce qu'aux États-Unis, le plus important, c'est l'argent. Comme dans certains endroits, le plus important, c'est la survie. Et nous, on veut juger ça avec nos yeux, sans aussi s'imaginer que beaucoup de ces go, il y avait aussi énormément de groupies. Il y avait aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour y arriver, à se prendre un millionnaire, à se faire acheter des choses. Moi, je sais qu'une des raisons pour laquelle, dans ma vie, j'ai
toujours eu peur des Américaines, c'est que déjà, il y a 20 ans, je disais, mais eux, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Eux, ils ne s'intéressent pas au le romantisme, le petit dîner. Eux, c'est tout de suite, ah ouais, mais moi, si tu m'invites, il faut que ce soit tel niveau, il faut que ce soit... Ah, pardon, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai toujours eu peur des Américaines. Parce que leur culture n'a rien à voir. Même dans le dating, pour eux, c'est... ouais, combien tu gagnes? Comment ça, combien je gagne? Tu veux pas savoir si je suis une personne bien, si on... Tu vois ce que je veux dire? S'en foutent. Mais c'est, ouais, tu gagnes combien? T'as quelle voiture? Ah, tu prends le métro? Ah. Oh. Et beaucoup de ces go ont été avec tous ces mecs. Il y a beaucoup de go, même certaines go qu'on voit dans le documentaire, qui ont été avec les Russell, les Puff Daddy, les Tupac, les Biggie, les Suge Knight, les 50, tous ces gens-là, à un moment, ils se passaient les meufs. Et parfois même leurs embrouilles, alors ça peut venir d'histoires de street, mais très souvent c'est des histoires de go. Après, moi je sais pas c'est quoi la raison pour laquelle Fif en veut tellement à Diddy. Mais je pense que en regardant le documentaire, même si clairement il est à charge, clairement je trouve qu'il est bien fait, hein, mais il est quand même à charge. Je pense quand même que il y a on voit quand même un profil psychologique de Puff quand même. Et il me fait penser à un mec que j'ai connu dans le zouk aussi. 2-3 même que j'ai connu dans le zouk. Et même un que j'ai connu dans le R&B. Des gens qui sont extrêmement pervers narcissiques, qui veulent toujours que la lumière soit sur eux, quoi qu'il arrive. Et attention, hein, extrêmement talentueux. Tous sont extrêmement talentueux. Tous les gens dont je vous parle que j'ai connus, c'est des gens extrêmement talentueux, mais qui sont prêts à tout pour la lumière et qui sont comme les Icars. Ils finissent par se brûler les ailes. Et ça m'a vraiment fait penser à certaines personnes et à même certaines histoires même ces histoires-là de les choses qu'ils font dans leur chambre là, ça m'a fait penser à beaucoup de gens. Et dans ma tête, je me disais, mais est-ce que c'est le succès et l'argent qui fait ça, ou c'est vous étiez déjà comme ça, mais le succès et l'argent vous permet ou tout simplement fait ressortir chez vous ces traits. Parce que quand tu deviens, et attention, vous savez, même en Afrique, dans la politique en Afrique, en ce moment même, il y a énormément de gens qui sont devenus puissants ces 5-10 dernières années, qui ont exactement le même genre de truc. Où ils aiment la domination à tel point que quand leurs esprits deviennent corrompus, ils veulent aussi dominer sexuellement d'autres garçons. Ceux qui savent, savent. Moi, je ne peux pas non plus dire trop de choses car bon. It is what it is. Anyway. Déjà, comme ça, la nature. Oui, la nature humaine. La nature humaine. La nature humaine, je te dis, quand les gens, tu sais, même quand une personne est videur de soirée, quand une personne est videur de soirée, lui-même a un pouvoir sur les autres et il a le pouvoir de te faire rentrer dans la soirée ou pas. Et ça peut corrompre son esprit aussi parce qu'il peut décider que, ou alors il peut te dire oui mais,
toi, là, donne-moi ton numéro. Ou il peut y même avoir des go, il y a des go qui vont même vouloir avoir ton numéro pour pouvoir savoir qu'elles rentrent facile et elles sont prêtes à tout aussi pour. Et quand tu vis la célébrité, tu découvres toutes ces choses-là, en fait. Beaucoup de gens qui n'ont pas connu la célébrité, l'argent plus rapide, plus d'argent, etc. Les gens qui... Quand t'as 100 000 euros dans ton compte en banque et que tu es populaire et que tu rentres partout gratuit, quel que soit le nombre de personnes avec qui tu es, les gens, eux aussi, ont parfois tendance à se rabaisser eux-mêmes automatiquement devant toi et à te regarder de haut. Même si toi, tu es humble, les gens vont... Oh, waouh! Je me rappelle un jour, je suis arrivé au bain-douche. Donc, c'était David Guetta, le directeur. Et je me rappelle, ce jour-là, il y avait Puff Daddy, Prince et J-Lo qui étaient là. Mais ils étaient... donc, David, il mixait pas en bas. Il mixait à l'étage. Et donc, à l'étage, c'était le VIP. Moi, j'étais toujours avec les filles Mobutu. On allait souvent au bain. C'est moi qui les avais fait rentrer la première fois là-bas. Voilà, on allait tout le temps. Et ce jour-là, comme on savait qu'il y avait Didi, qu'il y avait Prince, il y avait J-Lo, la boîte était blindée. Et donc, quand la boîte était blindée, il y avait c'était une petite rue, la rue du Bourg-l'Abbé. Et donc, quand la boîte était blindée, la rue entière était blindée de monde. Et donc, c'est Jacques qui disait oui, non, oui, oui. Et donc, moi, ce jour-là, j'arrive, il y a moi, il y a Bonnie, il y a, je suis avec deux, trois potes, des mecs, et on est avec des copines aussi. Mais en fait, il y avait tellement de monde que je me suis dit, bon, on va pas rentrer, en fait. C'est pas possible. Il y a trop de monde. Il y avait grave. Et puis, ils sont tous là à essayer d'arriver à l'entrée, quoi, tu vois. Et beaucoup de gens aussi ont peur d'arriver à l'entrée parce que si Jacques te recale, c'est fini. Et donc, moi, je dis à Bonnie, ça va être chaud aujourd'hui, hein. En plus, vous êtes venus avec des amis qui ont ramené des amis. On est combien? Ah, on est 16. Je fais 16? Je non. Ah, c'est mort. On rentre jamais. Et puis j'entends oh, Kesha! Tout le monde. Oh. Et c'est Jacques, qui est le physio des bains, paix à son âme, qui fait oh, Kesha, t'es avec qui? Vous êtes combien? Et je fais on est 16. Et il fait passez. Il montre à la sécurité. Et toute la rue me regarde. À ce moment-là, j'ai même pas encore sorti mon premier hit Bounce Baby. On est en 97. 96, je me rappelle plus. Ouais, 96, 97. Peut-être, est-ce que mon premier album est sorti? Ah, je me rappelle pas. Mais on est à la fin des années 90. La sécurité dit à tout le monde, ouais, poussez-vous. Donc, tu as des mannequins, des gens connus, poussez-vous. Et maintenant, c'est la mer s'ouvre pour Abraham. Je passe là avec mes 15 invités. On arrive, il me fait, ah, ça va mon frérot? Ouais, t'es avec qui? Ouais, je suis avec, puis, j'entends les petites babtous qui font, c'est qui lui? Oui, mon cam, malheureusement. La semaine dernière. Il y a 2 semaines. Et, gars, quand tu rentres comme ça, là, et puis on te dit, ouais, il y a David qui est au-dessus. Et les personnes à l'intérieur, il y avait un monsieur avec, toujours bien habillé, avec un blanc avec une barbe grise à l'époque, là. Il me dit, vous allez là-haut?
où vous avez votre table habituelle. Je dis, ouais, on va prendre la table, mais on monte vite faire dire bonjour à David. On est monté, et quand on montait, il y a Didi et Gilo qui descendent. Didi me regarde, Gilo me regarde. Moi aussi, je le regarde. Avec du haut de mon défrisage. Et puis, on monte. Et puis, il y avait Prince qui était là. Et pour nous, c'était rien de spécial. Mais la façon dont les gens déjà disaient oh, c'est qui lui? Si tu n'es pas quelqu'un qui est éduqué dans une certaine forme d'humilité, mais c'est trop facile de péter un câble. Et on parle de rien, on parle juste que voilà, il y a 300 personnes qui essaient de rentrer et toi tu rentres. Mais ça peut te rendre bête, en fait. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Moi, je sais pas, la dernière fois que j'ai fait la queue pour rentrer dans une soirée, c'était peut-être il y a 30 ans, j'en sais rien. Parce que, oui, les gens me reconnaissent partout où je vais, la sécurité, les machins. Et pour moi, c'est devenu quelque chose de normal. Mais imagine quelqu'un qui, du jour au lendemain, passe et aux États-Unis, dans un pays, le contexte racial, le contexte des années 90, on parle de quelques années après le beating de Rodney King, les émeutes à Watts, etc. On est dans un contexte différent, en fait, aux États-Unis. Et donc, tous ces mecs-là se retrouvent à, rentrer dans toutes les boîtes, aller, avoir gagné des Grammys, etc., être connu aux 4 coins du monde et avoir la possibilité d'avoir non seulement tout l'argent du monde, mais toutes les femmes du monde. Bien sûr qu'ils vont péter un câble. Et certains vont péter un câble modérément. Et d'autres. Et donc, s'ils ont déjà des comportements déviants qui sont pas encore machin, allez, c'est parti. Et donc, voilà. 50, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein de choses que les gens connaissaient déjà sur Puff. Et puis il a compilé il a compilé tout un tas d'interviews de plein de gens qui ont déjà eu un problème avec lui, entre ceux qui se sont réveillés le huc boursouflé, entre ceux qui expliquent que j'avais 25% de la société, puis après je me suis retrouvé dans la rue, moi je machin, apparemment j'étais dans un écran, machin, parce qu'il veut faire le gangster, et là tu te dis wow. Et puis d'histoire en histoire, l'histoire de Shine, alors l'histoire de Biggie et Pac, c'est celle dont tout le monde parle. Moi, c'est celle à laquelle je crois le moins personnellement. Parce que déjà, je sais que quand Biggie dit qu'il a peur, c'est avant. En fait, ça a été tourné 4 ans avant. C'est une interview de Touré d'ailleurs. Lui, il parle de la peur d'être à New York, en fait, dans la street, alors que maintenant il est connu, etc. Et qu'il sait que il a encore des ennemis de la street. Mais le fait de maintenant raconter la narrative, mais attends, en même temps, c'est leur point de vue, c'est eux qui l'ont vécu, c'est pas nous. Mais je dis pas que je crois en rien, je dis que effectivement, après la mort de Pac, si tu frappes le mauvais gangster, Pac c'était quelqu'un d'extrêmement aimé, mais c'était aussi quelqu'un qui on parle de la drogue, l'argent qui te monte à la tête. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui était aussi allé en prison à cause de certaines accusations. Maintenant, effectivement, je comprends tout à fait, parce que moi, ça m'est arrivé, pas de me faire tirer dessus, mais de me retrouver dans la paranoïa quand tu te rends compte que à l'intérieur du game, tu as un ennemi qui veut te descendre, qui veut te niquer ton business, tu deviens paranoïaque. Et tu ne sais pas finalement qui est ton ami, et cette personne peut arriver à te faire t'embrouiller avec tout le monde parce que tu ne te rends pas compte que la personne en qui tu as confiance, c'est elle qui te met dans des petits embrouilles avec tout le monde. Et à un moment, tu es dans la paranoïa.
Donc effectivement, le fait que tu sois là, t'es quand même en embrouille avec le mec avec à qui tu as volé Madonna, qui est un gangster notoire. Et puis, comme par hasard, tu te fais tirer dessus en allant voir en allant voir ton pote Biggie. Donc forcément, bah, vu que c'est chez eux et que tu penses que normalement ils doivent gérer le truc, bah, tu peux clairement te dire, bah, c'est eux, c'est normal, tu viens de te faire tirer dessus, c'est normal d'être paranoïaque. Après, est-ce que ça veut dire que c'est ça qui s'est passé? Tu ne peux pas savoir. Sauf que maintenant, s'il y a Suge Knight qui vient dans ta cellule et qui te dit, voilà, tu vois, voilà, regarde comment on te traite ici. Allez, gars, moi j'ai déjà vu ça, moi je connais des gens, ils ont fait ça, pas dans ce délire-là, mais venir prendre quelqu'un qui est dans le trouble et venir lui parler dans l'oreille, lui chuchoter des trucs, je l'ai trop vu faire en fait. Je connais des gens dans le zouk, c'est des professionnels de ça. Ils attendent que toi, tu viennes, tu fais le travail, tu trouves l'artiste, tu développes, tu fais le premier album, ça cartonne, puis après, c'est eux-mêmes qui créent la frustration de l'artiste en disant « Ah, moi, je comprends pas. Non, mais je respecte Kesha, mais tu sais, moi, j'aurais fait comme ça. Et puis bon, tu sais, son son, je sais pas, c'est un peu... » Et puis hop, un matin, la personne t'en veut, tu sais pas pourquoi. Et puis, c'est que 10 ans après que la personne te dit « Putain, je me suis tellement fait avoir, j'ai gâché ma carrière. » Ah, tu étais la seule personne à qui je pouvais faire confiance. Et puis, je suis allé suivre les démons là-bas. Oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la drogue, l'alcool, le sexe. Ah, voilà. Des armes vieilles comme le monde. Donc, quand je regardais ça, en fait, j'ai regardé ça vraiment en mode wesh. Ah, c'est sombre, hein. Le gars, il a un parcours. Qu'on le veuille ou non, en fait. Si on enlève tous les... Je comprends qu'il y a une narrative qui va dans un sens spécifique. Ok. Mais même si on essaie de regarder en essayant de faire abstraction un peu de la narrative et qu'on regarde vraiment sa life et tout ce qui a jonché sa life, tu te dis, gars, c'est sombre hein, quand même. C'est sombre, la violence envers les femmes, elle est claire, la violence envers les autres, les hommes aussi. Il y a un côté où tu vois le pattern du sociopathe pervers narcissique qui n'est pas à démontrer. C'est-à-dire, même s'il n'est pas allé en prison à cause de ça, il y a quand même ce truc où il y a eu assez d'interviews des prostituées mâles, des escortes mâles qu'il engageait, où ils expliquent que non, oui, on devait ken devant lui pendant des heures et des heures. Il faisait du chemsex, hein, c'est la même chose que l'ami de Brigitte, comment il s'appelle? Palmade. C'est ça qu'ils faisaient, ces gens-là. Hein. C'est la même chose. On se prend des pilules et puis pendant 2 jours d'affilée, on est là, on te regarde, ça ken, et puis ah non, il faut pas juter dedans. Il faut juter sur les parois. Voilà. Après, lui, il doit venir, elle doit récupérer les choses, hop, puis il met sur ses tétons. Ou parfois, ils mettent dans un verre, ils doivent boire ça, il aime jouer avec. Ok. Ok. Chacun son chacun. Mais ouais, attends. Pardon. C'est chaud quand même. Pardon. Excusez-moi, je parle tout seul. Laissez-moi. C'est sombre. Excusez-moi. Amy, c'est dégueulasse. Bon, après, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis prude. Moi, tu sais, un jour, j'étais au Portugal. En 2000, je sais pas. Je me rappelle pas. 2004.
2005, 6, un truc comme ça. On a fait une soirée, machin, à la fin du show, machin, nan, chacun a ramené des go. J'ai ramené une go et tout. Et on avait l'avion à prendre à 10h du matin. Donc à 10h, mais il est 8h30, je suis avec la go dans ma chambre. Nous faisons nos affaires. Puis j'entends quelqu'un qui tape à la porte. C'était l'organisateur de la soirée. Et je suis ouais, j'arrive. Et il fait non, laisse-moi rentrer, moi aussi je veux. Je fais quoi? J'ai jamais ouvert la porte. Puis il toquait à la porte. Il dit vas-y, laisse-moi. Mais quand on est sorti de là, il fait ouais putain t'es un égoïste toi. J'ai dit pardon? Ouais vas-y. Moi aussi je voulais. Moi je dis mais excuse-moi, si tu veux manger, tu n'as qu'à aller cueillir toi-même tes fruits. C'est quoi ton problème? Ah, t'es comme ça, toi. Je fais, moi, je suis pas dans vos trucs, hein. Moi, je suis pas dans vos histoires de on se partage, on machin. Non. Je suis pas dans vos and had fun if the homies can have none. Je suis pas là-dedans. Faut me laisser. Mouf. Ah, t'es pas cool. Quoi? J'ai pas été élevé comme vous, dans vos conditions et dans vos mœurs. Le catéchèse reste en moi, quoi qu'il arrive, même si je suis bouddhiste. Il y a des choses, j'ai pas besoin. Puis j'ai même pas besoin de voir ta tub. Ça va aller. Merci. Moi, je suis pas dans vos affaires. Moi, j'allais pas au foot. Non, je regarde pas les kikis des autres garçons. Ça m'intéresse pas. Voilà. Si seulement mes enfants. Le reste là, pardon. Merci. Et là, il toque à la porte. Vas-y, va faire ta cueillette, frérot. Je suis pas dans vos affaires, là, Et puis un gars laid, en plus. Des gars laids qui viennent comme ça, ils veulent manger. Est-ce qu'on vous a dit que cette go veut se faire manger par un gars laid comme toi? Anyway, je me disperse. Laisse-moi regarder vos commentaires, parce que... Alors... Kirk Burroughs avait le sang à l'œil. C'est intéressant parce que il y a un truc qui est très intéressant que j'ai vu aussi. Vous savez, il y a un truc qui est très intéressant dans ça, c'est que les Américains, ils aiment énormément se mettre en spectacle. Ils veulent vraiment... Il y a des gens comme par exemple Gene Deal, le garde du corps qui... C'est son métier. Maintenant, c'est son métier de parler de la vie de Didi. Il est payé pour chaque interview qu'il fait. Et lui, il est fâché parce qu'il n'est pas dans le documentaire. Donc, il va sur YouTube, il fait son propre truc, il a sa version des faits. Tu as maintenant tous ceux qui viennent raconter leur truc d'un côté. Donc, maintenant, le Gene Deal dit que Kirk, c'est l'ex de Didi, en fait. C'était son gars. Bon, l'autre dit que non, machin. Bon, je ne sais pas. Moi, comme je vous dis, tous ces gens donnent leur version et j'écoute, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut corréler avec quoi, mais je prends pas ce qu'ils me disent tous comme pour argent comptant en fait. Parce qu'à nouveau, je ne sais pas qui ment, qui dit la vérité, tu vois, quand tu fais ce genre d'interview en plus, on va te parler pendant 1 heure, 2 heures, pour ensuite prendre des petits bouts de ce que tu as dit, et puis on les met dans un sens qui servent une certaine narrative. Maintenant, Aga, déjà, son affaire là, bon, ils ont grandi ensemble, c'est des amis d'enfance, et puis le gars vient te récupérer les 25%. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ensuite, effectivement, le fait qu'il te... J'avais déjà entendu ces affaires qu'il aimait créer la soumission chez les hommes aussi. C'est chaud. C'est chaud. Ribac, what up? Julie dit, le milieu du showbiz, là, c'est clair. Moi, je sais aussi, on ne dit pas les noms. C'est un milieu qui réunit trop de choses dangereuses. L'argent, le sexe, le pouvoir.
les hommes peuvent devenir des vrais monstres dans ce milieu. Exactement. Nous savons. Dash 18, what up? Ribac dit, moi je trouve que tout le bocon qu'on fait sur Didi est un peu de la mauvaise foi. Même dans le monde corporate, il y a des gars friqués et même des couples qui font autant ou pire. Oh oui. Leur meuf, c'est un cercle. C'est un truc de ouf. Bon. Il paraît que je comprendrais que 50 ait la rage que Didi et Ken avec sa baby mom. Je comprends qu'il ait la rage. Mais, d'après ce que j'ai compris, 50 lui-même a aussi... Les gens disent que 50 lui-même a Ken, la meuf de Justin, en premier, à l'époque. Donc, je n'en ai pas la certitude. Mais alors, attends. Did 50 Cent date. Comment elle s'appelle? Missy. Comment elle s'appelle? C'est quoi son nom? Ah, j'ai oublié. C'est Missy. La mère du premier le premier fils de Didi, SN. Non, la mère du premier fils. Non, pas Cassie. Misa Hilton. C'est Misa Hilton? Attends. It is widely speculated that 50 Cent dated Misa Hilton. C'est la mère de 50 qui a dit ça. Que 50 l'a pris comme styliste au début des années 2000, juste pour la ken. Et avoir des informations sur Didi, son rival. Non, ce gars-là, là, non. C'est le genre de petty que j'aime. Yo! Donc c'est peut-être même lui le premier qui a utilisé la technique, mais ils étaient peut-être déjà en rivalité. Mais lui, là, c'est spécial quand même. Mais même, je crois que Kim aussi, mais c'était pas avec 50, c'était avec Russell. Avec Russell Simmons. Moi, c'est un truc que j'avais entendu à l'époque. Qu'à l'époque, toutes ces petites gosses, et voilà. D'ailleurs, elle était même amie avec... quand elles étaient toutes jeunes, elles étaient toutes amies. Elle était même amie avec Missy. C'était toutes des copines. Donc, tout ça, c'est les States, les gars. Vous êtes là en train de croire que... Avec en filigrane le fait que Didi aime trop détourner l'ego des gens. Mais attendez. Les gens qui sont dans le pouvoir font ça souvent. Mais nous, notre président faisait ça aussi. Russell est parti faire Russell est parti faire le namasté. Il a fui. Il a fui, sombritude de ouf. Mais oui, Nina. Toutes ces go... Mais attendez, même Cassie, qui est une victime de violences sexuelles, on est tous d'accord. Mais il y avait les photos déjà d'elle à l'ancienne époque Ryan Leslie. C'est aussi des go qui préfèrent aller vers le plus riche que vers le petit ami aux grandes dents, Ryan Leslie, qui est riche mais un peu seulement. Pourtant c'est un gars intelligent qui allait à Harvard, qui est très sympa. Moi je l'ai connu. Un gars extrêmement talentueux, extrêmement intelligent, etc., etc. Pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Parce que, un moment, Tony Motola de Sony, je crois que c'était lui, je crois que c'était Tony Motola, dès qu'il a vu comment elle était belle, il a dit, mais ça c'est... Tous ces gens sont des prédateurs.
y compris les gens qui les financent. Ah, mais la petite là est terrible, là. Ouais, attends, je vais récupérer sur le gars. Mais produisons-la. Est-ce qu'elle chante? Ouais, elle chante pas, mais t'inquiète. Ça, c'est rien. On va autotuner ça. Les gars, arrêtez, hein. Vous blaguez. C'est chaud. Non, le documentaire, quand même. Moi, franchement, j'ai kiffé. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai un pote qui m'a appelé, lui, il a pas aimé du tout. Il m'a dit que tout est faux dedans, que tout est machin, que tout est à charge, etc., qu'il n'y a rien de nouveau, etc., etc., etc. De toute façon, l'entertainment, ce n'est pas un endroit qui est fait pour faire la morale. Oui, je comprends, mais quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi documentées. Il n'y a pas que du... Voilà. L'affaire, Et en fait, vous savez, de toute façon, à partir du moment où on est dans un truc où on flirte entre les trucs de la street, les faits et des choses où on peut t'attaquer en justice, il y a plein de choses que vous ne saurez jamais, en fait. Nous-mêmes, qui avons vécu nos vies et qui connaissons les derrières et de la politique et de la musique, il y a des choses que vous ne saurez jamais non plus. Sauf quand les gens vont faire des livres, des reportages dans 20 ans. Là, peut-être que, bon, c'est bon, on peut raconter, ça change plus rien. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. De toute façon, vous n'êtes pas censé savoir. Il y a bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile avec l'Internet. Mais il y a des choses, vous n'allez pas savoir. Il y a des gens qui sont tout aussi sordides avec moins d'argent que Didi, mais personne ne dit rien. Mais tout le monde sait. Ils sont peut-être pas... j'allais dire violents, mais... si. Mais personne n'en parle. On va faire quoi? Dévoile-nous? Non, c'est pas mon travail. Moi, je suis pas ici pour raconter la vie des gens. Je raconte ma vie, les choses que j'ai vues, certaines choses. Je tais les noms par respect parce qu'il y a des gens avec qui moi j'ai pas de problème, mais il y a des gens qui sont tout aussi déviants et qui sont tout aussi corrompus par le pouvoir que les gens dont nous parlons. C'est juste qu'il y a moins d'argent. Ils n'ont pas des centaines de millions, ils ont 50 000, mais ils sont pareils. Et pareil du côté des go, il y a des gens, dès qu'ils voient un peu de célébrité, un peu de sous, un peu de... les gens crient ton nom, eux-mêmes se transforment en gens faciles. C'est juste la vérité, hein. C'est l'être humain. L'être humain, parfois, va se rabaisser pour machin. Moi, j'ai jamais compris. Quand tu veux coucher avec quelqu'un que tu connais pas. Mais, c'est là. Ah, mais t'es connu. Oui, mais c'est pas une raison. Tu veux pas qu'on aille au resto, qu'on discute? Moi, un jour, j'ai rencontré une meuf en boîte. Dans une ville lointaine, là, à 1 heure de Lisbonne. Il y a au moins 15 ans, je sais plus. Non. Attends, ouais. 13 ans. On rencontre la meuf. On est là, bon, mignonne et tout, là, on échange les numéros, et puis je lui dis, vas-y, on se fait un ciné, un de ces quatre, machin, ok. Le lendemain matin, elle m'envoie un message. Et si on allait au cinéma demain? Oh. Ok. On va au cinéma.
Et puis, bon, ben moi, ouais. Je lui dis, tu veux faire quoi après le cinéma? On a dîné, on est allé au cinéma. Je lui dis, tu veux faire quoi? On peut aller chez toi. Ah, ok. Bon, premier soir, on va chez moi, tranquille. Et dans ma tête, je me dis, bon, on va papoter, puis on verra bien. Quand elle est fatiguée, peut-être qu'elle dira, elle veut rentrer chez elle, tranquille, et puis on se verra dans la semaine. Moi, je suis pas pressé comme garçon. Puis on est là, on papote, et puis je parlais pas encore bien portugais. Puis on parle, chez moi, j'avais laissé les lumières tamisées, au cas où, prêt pour l'action. Et puis je sais pas de quoi je lui parlais, et puis à un moment, elle me fait... Tu parles beaucoup, frérot, hein? Je suis venu ken, moi. Ah, excusez-moi. Désolé, par ici. Mais si quelqu'un s'en fout même que tu connaisses son prénom ou sa vie et que cette personne dit « Moi, je suis venu ken avec Kesha », comment vous pensez que les gens qui ont l'esprit faible ne peuvent pas être corrompus après ça, en fait? Maintenant, quand ils sortent, ils cherchent d'autres comme ça. Imaginez maintenant, au lieu d'une go comme ça, dans toutes les villes où tu vas, il y en a 100, 500 comme ça. Tu n'as qu'à choisir. Imagine maintenant que tu n'as même pas besoin de go qui sont intéressés par toi, puisque tu as les moyens de donner 500 balles à chacune. T'en veux 10, ça coûte que 5000. T'as 500 millions dans ton compte. La seule chose qui est entre toi et le démon, c'est ton mental. Qui a le mental assez fort? Mais 99% des gens dans ce monde n'ont pas le mental. Parce qu'ils ne sont pas entraînés, parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas prêts. Donc forcément, voilà. Moi, combien de chanteurs, des zoukeurs gros et moches, d'un seul coup pouvaient ken. Ils ont ken tout ce qu'ils pouvaient pendant les 1 an où ils étaient célèbres. Après, ils sont repartis dans l'oubli. Et tu les regardais, tu disais, mais monsieur, il faut aller au studio. Non, je ken tout le monde. Monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait de la musique parce qu'on aime la musique. La musique ça nous permet de faire des shows. Après, il faudra faire des nouvelles chansons. Non, moi, je veux ken. Je suis pas comme toi. Moi, j'ai jamais ken. Pardon. Tu regardais les gens, tu dis, ça va pas durer. Et effectivement, ça dure pas. Parce que la corruption est, en fait, plus ton esprit est faible, plus tu es facilement corruptible. Et à nouveau, je vous parle que de l'argent du zouk. L'argent du zouk, c'est rien, en fait. Eux, ils ont le R&B money, le hip-hop money. Eux, on parle de... Et puis eux, c'est une époque où on vendait 2 millions de disques. 2 millions de disques, ça rapportait 20 millions de dollars. Après, les shows, c'était genre 500 000 balles par show. Mais laisse tomber. Les gars, ils étaient... Non, si tu as un peu de déviance, mais laisse tomber. Si tu aimes, je sais pas... Si tu aimes que des gars viennent ken ta go et puis... juter sur elle et puis tu viens et puis tu... Mais que pour le gars, tu dois le payer 5000 balles à chaque fois. T'en fous, c'est quoi 5000 balles quand t'as 500 millions en banque? C'est rien, 5000 balles. Bien sûr qu'il pète les plombs. Il suffit que tu sois un peu démoniaque, c'est fini. Il n'y a rien qui t'empêche d'être un démon. Et lui, là, pardon. Moi j'ai toujours respecté sa carrière musicalement, mais eux tous, c'est tous des démons. Même pas juste lui, c'est tous des démons. Excusez-moi, hein. Même si c'est 50 qui fait le documentaire,
Et que moi, je respecte 50 grave en tant qu'un gars qui a quand même, qui est revenu de la mort. Mais lui aussi, c'est un démon. C'est des gens qui ont tous vendu de la drogue. Ils sont responsables de la mort de beaucoup de gens, tous ces gens-là. Moi, personnellement, de mon point de vue, mais tout ça, c'est des démons. Eux tous. Donc maintenant, c'est des démons contre d'autres démons. Donc ouais, bah voilà, ils font des documentaires pour ce machin. Et puis n'oublie pas une chose. Après, je regarde les commentaires. Excusez-moi. N'oublions pas une chose. Dans un mois ou deux, Didi, si vous voulez qu'on aille maintenant dans les théories, dans un mois ou deux, Didi doit passer en commission pour savoir s'il va avoir le droit d'avoir la résidence surveillée avec bracelet électronique ou pas. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça que tu fais. Surtout si tu as de l'argent, voilà, tu vas avec tes avocats, on s'assoit, et puis on essaie de voir si tu as eu de la bonne conduite là où tu es, si le directeur de la prison met un bon mot pour toi, et puis on dit voilà, bon, soit tu restes en prison, mais tu vas dans un truc un peu plus à la Martha Stewart, en fait, tu es un peu chez les scouts, tu as un jardin, tu as une petite maison, mais tu es à l'intérieur du pénitencier, mais ça va, tu es en vacances. Ou alors, voilà, comme Sarkozy, bon, tu as fait ton année en prison, maintenant tu peux choisir une de tes maisons et puis tu dois rester là-bas. Bon, tu as ta maison, tu peux pas sortir de chez toi, mais bon, tu peux ramener tes pains et tes machins, et puis bon. Puis tu peux commencer à pleurer, voilà, j'ai des filles, j'aimerais voir mes filles, j'ai une petite de 1 an, elle n'a pas vu son papa, elle me manque beaucoup, monsieur le juge, tu pleures, machin, et puis tu peux sortir. Or, comme par hasard, un peu avant que tu aies cette réunion, on te sort un petit documentaire. Juste à temps. Exactement comme la vidéo de Cassie. Juste avant que le procès commence, quand beaucoup de gens disaient, ouais, bah, ils exagèrent, Rico, machin, nanana, nanana. Allez, CNN, comme par hasard, obtient la vidéo de Cassie. Et là, le procès prend un tournant grooming. Et je vous rappelle à tous que la société Ciroc appartient à un grand groupe qui s'appelle Diageo. Diageo, c'est eux qui avaient dit fait semblant d'être le patron de Ciroc pour qu'on dise, voilà, c'est l'alcool pour nous les Renois, rapporte-nous. Nous ne vendions à l'époque que 40 000 caisses par an ou par mois aux États-Unis. Montre-nous ce que tu sais faire. Didi a fait en sorte qu'il puisse en vendre des millions tous les mois. Résultat, tous les ans, il donnait à Didi 100 millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions. Et il lui avait promis, tu auras ta propre vodka qui s'appellera De Leon Vodka. Tu vas avoir ta vodka et tous tes artistes auront aussi leur vodka. On va faire ton empire, nanana. C'était ça le deal entre eux. Et celle-là, Ciroc, on te donne 5% des revenus, mais l'autre, on fera 50-50, ce sera toi le propriétaire. Quand il a été temps de faire sa propre boisson, il a dit, bon les gars, comme on l'avait dit. Et les gars lui ont dit, hey, négro, calme-toi. Pardon, ça rapporte trop d'argent et non, en fait, on va pas te... Gars, tu gagnes 100 millions par an. Enfin, pardon, dose. Calme-toi. Comment ça, calme-toi? Allez. C'est comme ça que l'embrouille a commencé. Il les a attaqués en justice. Il a gagné. Ils sont censés, je ne sais pas s'ils l'ont déjà reversé, ils doivent lui reverser des millions et des millions pour breach of contract. Et en plus, il les a traités de racistes. Eux, ce sont des gens extrêmement puissants qui sont adossés aux États. Ce sont les propriétaires de Johnny Walker, toutes les tequilas, les alcools que vous voyez à droite à gauche là. La moitié, ça leur appartient.
Didi les a traités de racistes. Et Didi a aussi dit il est temps que nous, les Noirs, nous ayons notre parti politique. Et là, les gens ont dit quoi? Il veut faire quoi? Il a dit quoi? Il veut... Et les feds sont arrivés chez lui à la recherche des bouteilles de baby oil, nous avait expliqué qu'il y avait plein de vidéos de plein de gens, plein de machins, nanana, que personne n'a vu. On nous a expliqué qu'il y a plein de célébrités qui faisaient nanana, personne n'a rien vu. La seule chose qui est sûre, c'est que Cassie allait faire un livre. Donc, il avait dit à Cassie, hey, toi, il n'y a pas de machin. Et comme par hasard, CNN a obtenu une vidéo. Comme par hasard, elle est sortie de nulle part. Comme par hasard. Et donc, directement, il a donné 30 millions à Cassie pour pas qu'il y ait le truc de violence domestique. Et d'un seul coup, on lui a collé le truc en bande organisée, on lui a collé les ceci, les cela, comme Sarkozy. Et il est allé directement en prison. On a refusé qu'il aille même attendre le procès chez lui. Rien. Prison pendant 1 an. Et puis, là, il est possible un peu qu'il sorte ou qu'il continue le reste de sa peine chez lui. Mais maintenant qu'on a fait en sorte que le monde le déteste et qu'on détruise sa réputation à cause des erreurs et les trucs diaboliques qu'il a fait Cassie, la violence, tout ça, et qu'il a eu avec d'autres, bien sûr. Et donc on dit non, attends, toi on va te donner une leçon. Tu veux faire quoi, un parti politique? Allez. Et donc maintenant, les gens se disent, bon, tu as pris la leçon ou pas? Non, attends. Allez. Prends encore un petit documentaire dans les dents. Allez, pour continuer à détruire le PR. Parce que lui, il était déjà en train de préparer son petit PR de... Parce que les Américains, attention, hein. Non, personne ne le plaint, SN, on ne le plaint pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont ces vices qui l'ont perdu. Je suis d'accord avec vous. Mais je regarde aussi le business derrière. Les vices en question, ils existent depuis les années 90. Vous devez comprendre ce que je vous dis en fait. Là, on parle business maintenant. Les vices existent depuis les années 90. C'est comme R. Kelly. Tant que tu nous rapportes des thunes et que tu fais en sorte que nous, on soit bien, chaque fois que tu gagnes 1 million, nous, on en gagne 50, tu n'as qu'à voir tous tes vices. On s'en fout, c'est pas notre problème. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez entre Renois. Quand tu commences à aller chercher les J-Lo, tu commences à... Hop. Pardon, restez entre vous. Et puis, les gens, ils notent. Ils récupèrent des preuves, des trucs, des machins, et puis ils se disent, non, t'inquiète, on gère le gars. Et puis, à un moment, tu commences à ne plus vouloir obéir. N'oubliez pas que nous sommes aux States. Tu commences à foutre la merde, tu commences à appeler les gens racistes, tu commences à appeler Et d'un seul coup, tout le monde se rappelle de tes vices. Et d'un seul coup, le même système qui t'a protégé pendant tout ce temps décide de te mettre une bonne mandale dans la gueule. Excusez-moi. Et vous tous, comme il n'y a que l'émotion qui vous intéresse, tout ce qu'on avait à vous faire, c'était vous montrer cette vidéo qu'on avait gardée sous le manteau depuis. On attendait seulement. Et puis, on vous a mis la vidéo de Cassie. Maintenant, vous le détestez, vous voulez rien savoir. Allez, vous avez tous les pierres, vous jetez sur lui. Mais, quand il y a eu Drake, Kendrick Lamar, pour moi, je dis, mais elle est où l'unité entre les... On n'est pas censé... tous ensemble être forts, non? Vous étiez contents que Drake soit par terre, ce salaud. Vous étiez tous contents avec vos pierres. C'est la même chose. Tous les disques de Not Like Us
ont rapporté de l'argent à Universal. Tous les disques que Drake a fait contre Kendrick ont rapporté de l'argent à Universal. Mais c'est les jeux du cirque, les gars. On est dans l'arène et vous êtes tous là, vous êtes contents. Vous êtes tous contents. Mais à la fin, qui gagne de l'argent? Que l'un gagne ou que l'autre gagne, Universal a gagné des milliards avec cette affaire. Et là, c'est pareil. Ouais, 50 va toucher son cut. Mais c'est Netflix. C'est Netflix qui gagne de l'argent. À qui appartient Netflix? À qui appartiennent les plateformes de streaming? À qui tous les sons, tout ça là? Vous croyez que ça n'appartient pas aux mêmes compagnies? Vous êtes des malades, les gens, les investisseurs là derrière. Vous regardez un peu le business derrière. Et donc, ces gens savent qu'ils ont des gens qui sont corruptibles. Et si vous voulez qu'on aille encore plus haut, regardez les politiques en Afrique. Il n'y a rien de différent. La CIA te met en place. On te laisse te gaver. Puis après, on te sort les mots magiques. Dans 10 ans, dans 15 ans, quand on n'a plus besoin de toi, qu'on veut te remplacer parce que tu ne veux plus faire les choses qu'on veut, on te sort que tous tes biens sont mal acquis. On freeze tes assets. Et ensuite, on fomente un coup d'État et on met une nouvelle marionnette à ta place. Voilà. Donc, là, on est un peu dans les théories de complot, hein. Il n'y a pas de problème. Mais, moi, je regarde ça comme ça aussi. Je dis, ah, mon cher, bon, 50, on a besoin de... Ah, pas de problème, je le fais. Je le déteste de toute façon. Ah oui, il va le faire. Il va produire, il va prendre ses thunes. Parfait, c'est le gars parfait pour faire le truc. Lui-même, il est en train de faire son truc de cinéma, mais lui-même aussi, il a aussi des cas avec justement la baby mom, là. Sa baby mom qui, elle aussi, faisait la... qui partousait avec Didi. Mais lui-même, elle dit qu'il la péfera aussi. Mais là, pour l'instant, c'est toi qu'on favorise. Moi, je me rappelle un jour avoir dit à mon associé dans le zouk, je lui ai dit, lui là, attention. Et mon associé m'a dit, lui, il vendrait père et mère pour la lumière, mais t'inquiète pas, on le contrôle. J'ai dit, ok, si tu contrôles, il n'y a pas de problème. Mais fais attention. Dès que lui est arrivé dans le game, il a commencé à avoir de la drogue, des partouzes, des machins, des go, et plein de carrières ont été détruites à cause de ce gars-là. Et à un moment, j'ai regardé mon associé, j'ai dit, je croyais que tu contrôlais la situation. Ah, le gars, j'ai dit, mais quand les gens sont déviants, pervers narcissiques et obsédés par leur propre lumière, il ne faut jamais leur donner le pouvoir. Et très souvent, ce sont les plus talentueux. Mais ça finit toujours de la même façon, c'est eux qui font imploser ton business. C'est ce qui s'est passé. Et là, moi, je me rappelle quand même de comment tout ça a commencé. Parce que pendant 30 ans, tout le monde savait comment était Didi. Et il n'y a que là, les 2-3 dernières années, que d'un seul coup, on vous a montré les vidéos de Cassie, etc., etc. Et tout ça commence avec son embrouille avec l'Empire Diageo. Les boissons. Et là, d'un seul coup, les choses sortent. Résultat, il perd ses parts dans Revolt. Il perd beaucoup d'assets parce qu'il est obligé de vendre des choses. Tu es obligé de vendre des choses parce que les avocats coûtent extrêmement cher. Donc, tu es obligé de vendre des choses. Pour vendre les choses en question,
ben, tu es obligé de, comme tu n'as pas de liquide, parce qu'il y a l'argent liquide et il y a l'argent, les assets. Donc, tu es obligé de vendre des actions, tu es obligé de vendre des parts de société, et qui rachètent, très souvent, ce sont des gens qui sont avec tes ennemis. Ou des gens comme 50 qui te détestent et que d'autres vont utiliser contre toi. Résultat, tu sors de là, tu avais 6 milliards, tu sors de prison, tu as 3, 2, peut-être 1 milliard, peut-être plus que 500 millions, je ne sais pas. Je ne sais pas combien est sa fortune aujourd'hui, mais il a été obligé de vendre des trucs pour pouvoir payer son truc légal. Donc maintenant, si vous regardez bien, lui, pour être vu de la meilleure façon et pouvoir sortir pour bonne conduite d'ici 1 an, il a commencé à faire des trucs. Voilà, on a commencé à voir des vidéos de lui, souriant, en train de dire, voilà, je change, je prie beaucoup, je ne me drogue plus, je ne suis plus la même personne. Les Américains adorent ça, la rédemption. Ah, il a fait le dîner où il a offert pour le Thanksgiving, il a offert la dinde à chaque prisonnier. C'est lui qui a payé pour que tout le monde mange de la dinde, etc., etc. Et tout ça, c'est quoi? C'est la machine PR qui commence petit à petit à reconstruire son image, parce que pour l'instant, vous, toutes les féministes, vous le détestez, tous les gars, nanana, mais à un moment, d'ici 1 an, vous aurez tous oublié que vous le détestez. Parce que c'est ça les quinries. Vous détestiez tous Kanye West il y a 2 ans. Vous avez déjà tous oublié que vous les détestez, parce que tout ça, c'est un spectacle qu'on vous donne. Et on vous rajoute toujours des nouveaux épisodes et vous tombez toujours tout le temps dedans parce que l'émotion. Ah, vous avez vu la vidéo de Cassie, donc maintenant vous le détestez, c'est un salaud. Mais dans 2 ans, 3 ans, on va vous jouer. Attends, là, oui, bon, stop. Vous avez dansé. J'étais en boîte, dès maintenant, on recommence à repasser du R. Kelly. Parce que les êtres humains passent trop vite à autre chose. Parce qu'il y a trop d'informations de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il faisait son petit PR. Commençait petit à petit à, voilà, je suis en prison, nanana, on a monté des photos lui souriant en prison. Tout ça, c'est pour que vous dites, non, je le déteste. T'inquiète. Continue. D'ici 1 an ou 2, tu ressors de là un nouvel homme. Première interview chez Gayle King. Je regrette l'homme que j'étais. Nanana. J'ai appris beaucoup. Je tiens encore à demander pardon à Cassie, à Truc, à machin, à mes enfants. X, Y, Z. Et puis, en même temps, tu prépares ton documentaire où on te filme en train d'aller ici, en train d'aller là-bas, en train d'aller à Harlem, de serrer les mains aux gens, de trouver des solutions. Sauf que comme, en vérité, t'es un connard, tu veux pas payer les gens. Donc, quand tu vas en prison, le gars te fait le chèque, dit, hey, il te fait la facture, il te dit, hey, c'est 50 000 pour... c'est 50 000 pour les images. Tais-toi, toi, là-bas. Ah ouais? Ok. Et il les vend à quelqu'un d'autre. Et 50 fait, combien pour les images? 75 000. Ok, tiens, 100 000. Hey! Et là, ça nique ton PR. Ça nique la rédemption que tu voulais faire. Et ça peut même niquer l'opinion que les gens qui vont décider si tu peux aller à la maison ou pas. Ça va faire en sorte que ces gens vont dire non, il est trop dangereux pour être dehors. Il faut qu'il continue sa peine à l'intérieur. Donc ce sont des échecs et maths. Et est-ce que 50, lui, le fait juste pour ses thunes, il s'en fout et puis il t'aime pas de toute façon? Ou est-ce que derrière, il y a des gens qui ont un autre motif et qui disent non, vas-y. Qui sait? Moi, j'ai vu assez de choses dans ma vie et en politique et en musique pour dire attention. Parfois, il y a un trou et il a été creusé juste avant que tu arrives. Et on te fait croire que c'est ton ennemi qui l'a creusé. Parfois,
On a juste dit à ton ennemi, tiens l'appel. Oui, 50, exactement, SN. 50, il a aussi son agenda. Vous pensez vraiment que Didi soit pire que les grands types du bled? Je vous laisse tous avec vos hypocrisies. Nous tous, on entend ce qui se passe au bled et à Paris. On embrasse Pierre Palmade. Et maintenant, Nizi, exactement. Maintenant, les Noirs, vous voulez tous Jay-Z et B. Chaque fois qu'il y a un grand problème, vous voulez toujours Jay-Z et B. Pourquoi? Vous n'aimez pas vos héros. Vous détestez vos héros. Vous aimez trop que les gens qui sont en haut se cassent la gueule. Audrey dit Diageo est derrière tout ça. Moi, là, personnellement, quand j'ai vu le niveau que ça a pris, j'ai dit non. Diageo est derrière tout ça. Ce sont des loups qui exposent d'autres loups. Oui. Maintenant, on va vous expliquer que Bébé, c'est une sorcière, que Jay-Z, oui, mais lui aussi, c'est un ancien dealer. Mais c'est des gars qui, lui, par contre, c'est un gars, il a ficelé son truc. Je pense que il a des avocats et des avocats, et il se laissera pas faire, contrairement à l'autre. Et puis, il n'a pas de... Allez, bon, à part peut-être il y a encore, il y a 30 ans, quand ils étaient tous jeunes et ils sortaient du ghetto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à part les histoires de tromperie avec Becky with the good hair, des trucs comme ça, il n'a pas d'histoire chelou. À part, bon, il y avait le truc de son fils, mais ça y est, c'est fini. Il y a des vieux trucs, mais même les personnes disent non, faut laisser, tu vois. Donc, et comme eux, ils ont l'habitude de ne jamais parler, c'est très dur de vouloir de spéculer. Et attention, alors, attention. Il faut faire très attention quand on est à la place. Alors moi, bon, j'ai pas de conseil à donner à 50, mais faites très attention quand les gens vous donnent le power. Il faut pas penser que vous avez un power illimité, en fait. Parce qu'il y a une espèce d'euphorie quand tu vois que tu as fait ton documentaire et que ça cartonne et que maintenant tout le monde te dit « Ouais, maintenant va tuer un tel !» Et que toi tu te penses que ça y est, t'es un chevalier Jedi. C'est là que tu peux te niquer, en fait. C'est là que le intel en question, lui, va sortir tous les dossiers et va te contrer d'une façon où tu vas d'un seul coup, c'est toi maintenant que les gens vont se retourner contre toi. Attention, parfois il faut prendre la victoire et laisser. Ok, t'as pris ta victoire, tu machin. Et regardez-le bien dans les interviews. Hein. Il fait le gars humble dans les interviews. Il est là, non, écoutez, moi c'est un documentaire, c'est même pas moi, c'est madame qui l'a fait, moi je fais la promo, voilà, chemin du roi, hashtag, machin, nanana. Puis moi, lui, il veut construire son studio de Hollywood, faire ses séries. C'est ça qui l'intéresse. Attention à ne pas à un moment s'enivrer du pouvoir que tu as de détruire les autres. Parce que Didi, c'est facile. C'est un gars qui est c'est un individu qui est complètement flawed. C'est un individu c'est un pervers, c'est un narcissique, c'est un fou, c'est un gars qui, dans toutes les situations, à chaque fois, il arrive à mettre la lumière sur lui, etc. Bon. Avec lui, c'est plus ou moins facile parce qu'il a laissé derrière lui 30 années de choses. Attention à ne pas laisser le public te faire croire que ça y est, maintenant tu es un justicier. Parce que tu n'es pas un justicier. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il suffit que la mauvaise personne,
tu attaques la mauvaise personne et que cette personne te fait un contre Uno, et les mêmes personnes qui t'ont donné les ailes vont te les couper très vite. Parce que tous ces gens ne sont pas vos amis.